Bonjour, nous sommes Lynn et Priscilla, des élèves de 5e 5. Nous allons vous expliquer ce qu'est la liberté d'expression. Tout d'abord, sa définition. Oui, alors la liberté d'expression, c'est le droit d'exprimer librement ses opinions, l'oral, l'écrit, par le dessin, le chant, l'art, etc. Tous les moyens sont bons pour dire ce que l'on pense. Mais avons-nous toujours eu ce droit? Non, il y a une époque où la liberté d'expression était réservée aux seigneurs, aux religieux et aux royalistes. Elle nous vient d'Orient et est apparue à la fin du XVIIIe siècle. La Révolution française de 1789 a défendu cette liberté qui est depuis inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oui, c'est parce que nous ne voulions plus être soumis à des personnes de niveau social élevé. Le peuple voulait dire ce qu'il pensait. C'est pourquoi nous avons renversé la royauté, pour pouvoir la critiquer. Comme par exemple, les profs donnent trop de devoirs. Cela, Oui. on a le droit de le dire. Oui, si tu veux. Ensuite, nous avons continué dans notre lancée en voulant que les hommes et les femmes soient égaux en droit. Le 26 août 1789, quelques semaines après la prise de la Bastille, l'Assemblée nationale a voté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette déclaration est le premier texte en France qui pose des limites à la liberté d'expression. Dans les articles 10 et 11, il est dit que la libre communication et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Mais alors, on n'a pas de limite. Si bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'autocensure. Mais il y a aussi la loi qui pose des limites. Et c'est quoi l'autocensure? L'autocensure est le fait de se poser des limites soi-même sur ce que l'on va dire. Comme une sorte de barrière qu'on mettrait pour ne pas sortir en dehors des lois. Oui, par exemple. Bonjour, nous allons vous présenter l'interview de Monsieur Avenay, qui est gendarme. Nous avons souhaité le questionner sur les limites de la liberté d'expression. En effet, nous voulions savoir ce qu'il se passe quand quelqu'un abuse de cette liberté d'expression. Bonjour Monsieur Avenay. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Alors donc, je suis Julien Avenay, je suis gendarme depuis bientôt une vingtaine d'années, avec la majorité de mon exercice dans le département du Jura, et mon travail consiste principalement en des enquêtes judiciaires. Pouvez-vous nous dire quelles sont les limites de la liberté d'expression dans le cadre de la loi? Alors, la liberté d'expression voit ses limites fixées au préjudice que les écrits, les dessins, les déclarations peut entraîner pour une personne physique, mais également morale. Quelles sont les sanctions qui sont prises quand vous constatez que quelqu'un abuse de sa liberté? Alors, pour faire le panel des sanctions, il faut bien déjà définir que s'il y a sanction, c'est qu'il y a eu infraction au préalable. Et des infractions, il y en existe plusieurs, et je présume que vous connaissez quelle est la loi qui prévoit notamment les infractions en termes de liberté d'expression. Donc, c'est bien évidemment le code pénal qui gère tout d'abord ces infractions, et également la loi de 1881 qui fait état donc de la liberté d'expression, notamment au travers de la presse. Pour ce qui est du panel des infractions que l'on peut rencontrer, ce panel est très, très largement divers. Ça peut être aussi bien donc une expression en sein privé, donc ce qu'on appelle les injures non publiques, injures ou diffamation non publique, mais ce peut également être malheureusement des infractions qui se font dans un caractère public. Donc ces infractions malheureusement peuvent être aggravées selon la portée des propos qui vont être tenus, notamment s'ils ont trait à l'orientation sexuelle des personnes, s'ils ont trait également à l'appartenance ou non à une ethnie, et également à la pratique ou non d'une religion. Si on est victime d'une injure ou d'une accusation, qu'est-ce qu'on peut faire pour se défendre? Alors, bien évidemment, lorsque l'on est victime de tels faits, la justice est pour tout le monde. Donc, pour pouvoir faire action de justice, il faut déposer plainte en se rendant au commissariat ou à la gendarmerie de son lieu de domicile, ou en saisissant directement le procureur de la République par une lettre plainte. Pour revenir sur les sanctions auxquelles peut être exposé un justiciable, donc c'est-à-dire la personne qui a fait l'objet d'une infraction, qui est l'auteur d'une infraction comme celle que nous avons pu parler auparavant, eh bien, les infractions peuvent être poursuivies de différentes manières, notamment par l'article R621-2 du Code pénal, qui prévoit qu'une amende de première classe, donc de 38 € peut être infligée au justiciable. Mais là, dans certains cas, si les injures sont publiques, l'amende peut être poussée à 12 000 €.
Et donc ça, c'est l'article 33 de la loi de 1881 qui prévoit cela. Mais si ces diffamations sont également aggravées par le caractère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi bien l'orientation sexuelle des personnes, l'appartenance ou non à une ethnie, ou éventuellement la pratique ou non d'une religion, ces infractions peuvent être poussées à 45 000 € d'amende. Ce qu'on dit sur Internet est-il contrôlé? Alors, ce qu'on dit sur Internet, effectivement, il y a un contrôle qui est opéré, notamment pour ce qui est la traque du terrorisme, le cyberterrorisme. Hein, donc, il y a des moteurs de recherche qui sont mis en œuvre pour pouvoir éplucher toutes les conversations, même sur Facebook ou les autres réseaux sociaux. Il y a des brigades de ce qu'on appelle qui font de la cybertraque, donc qui épluchent toutes les communications sur Internet, qui épluchent toutes les annonces également. Et heureusement, pour prévenir les atteintes pédopornographiques, il y a également donc des brigades spécialisées qui sont attachées à surveiller tout ce qui passe par Internet. Donc aussi bien des annonces que des conversations, même à titre privé. Nous vous remercions de nous avoir répondu pour cette interview. Bonjour, nous avons cherché à savoir s'il y a des limites à notre liberté d'expression au collège. Clément, est-ce que tu peux nous dire ce qui fixe nos droits et devoirs par rapport à la liberté d'expression au collège? C'est le règlement intérieur, bien sûr. Par exemple, il dit que l'élève a le droit à la liberté d'expression et à des réunions à l'intermédiaire des délégués en dehors des heures de cours. Le règlement précise aussi que l'élève s'engage à ne pas diffuser des propos injurieux qui pourraient faire du mal à d'autres élèves. Dans l'heure de vie de classe, on peut s'exprimer par rapport aux problèmes de la classe, donner notre opinion sur le travail fait en classe, préparer le conseil de classe. Au collège, il y a aussi des clubs où les élèves ont la parole, comme le club journal, le club radio, le club solidarité. Nous avons interviewé Madame Vernier, qui est la CPE de notre collège, pour savoir quel est le cadre de la liberté d'expression au collège. Bonjour Madame Vernier. Bonjour les élèves. Avez-vous des exemples concrets de cas où les élèves auraient dépassé la limite de leur liberté d'expression? Eh bien, je dirais que j'en ai beaucoup. Je reçois beaucoup d'élèves qui ont injurié leurs camarades, qui ont tenu des propos racistes, qui ont tenu des propos homophobes, qui ont trouvé des petits surnoms qui blessent beaucoup leurs camarades. Et aussi j'essaie de régler quelques affaires de problèmes sur les réseaux sociaux. Voilà. Quelles sont les sanctions qui peuvent être données dans ces cas-là? Eh bien, on ne parle pas forcément toujours en termes de sanctions. La première chose que je fais, c'est de rencontrer les deux élèves ensemble. La victime et celui qui a fait preuve d'incivilité. J'essaie de leur expliquer ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et dans un premier temps, je demande des excuses, ce qui est toujours fait. Et généralement, l'incident ne se reproduit pas. Les mauvaises paroles sont souvent dues à, je ne sais pas comment dire, une méconnaissance de ce qui se fait et de la douleur qu'on peut causer aux autres. Voilà. Après, il peut y avoir des sanctions s'il y a des choses plus graves. Et dans ces cas-là, c'est le chef d'établissement qui va poser la sanction. Pouvez-vous nous parler de la création du Conseil de la vie collégienne? Oui, je vais essayer de vous en dire un mot. Donc en fait, il existait déjà le Conseil des délégués. C'est-à-dire qu'en classe, vous élisez vos délégués de classe. Et je réunissais le Conseil des délégués au moins 3 fois par an pour leur demander leur avis, pour parler de ce qui les inquiète, de ce qu'ils ont envie de faire. L'État a souhaité créer une instance et elle sera mise en place l'année prochaine. Donc il y aura un collège électoral. Donc les 88 délégués ou suppléants, donc 2 délégués par classe et 2 suppléants, ça sera au suffrage indirect. Et nous avons choisi d'élire 8 délégués pour ce conseil de la vie lycéenne, 2 en 6e, 2 en 5e, 2 en 4e et 2 en 3e. Et le conseil de la vie collégienne sera présidé par le chef d'établissement et on pourra y inviter des enseignants, des parents d'élèves. Et normalement, avant chaque conseil d'administration, qui est le conseil qui
on va dire, qui dirige l'établissement sur toutes les décisions à prendre. Avant chaque conseil d'administration, on réunira le conseil de la vie lycéenne. On les informera de l'ordre du jour du conseil d'administration et on pourra échanger avec les élèves à ce moment-là. Merci Madame Vernier d'avoir répondu à toutes nos questions. Bonjour, nous nous appelons Jules et Lucas et nous avons décidé d'enquêter sur la liberté d'expression dans les médias à travers le monde. En effet, est-ce qu'on peut s'exprimer librement partout dans le monde ? Nous avons pu constater qu'en fait, il y avait beaucoup de différences suivant l'endroit où on habite. D'après un classement établi par l'association Reporters sans frontières, la Finlande par exemple est la championne du monde de la liberté de la presse car ils ont de nombreux journaux en respectant toutes les opinions. Dans d'autres pays comme la Chine, les médias n'ont pas le droit de s'exprimer librement. Sinon, ils sont accusés de traîtrise et certains Chinois sur le net essayent de contourner les lois grâce à des blogs, mais certains accès aux sites internet ont été coupés. On risque la prison si on critique trop le gouvernement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la France et les États-Unis ne sont pas très bien placés. La France est 39e sur 180, ce qui n'est pas une très bonne place. Récemment, certains journalistes qui enquêtaient sur des affaires impliquant des hommes politiques ont été espionnés par la police. En plus, les médias ont des difficultés économiques, ce qui ne facilite ni leur travail ni leur indépendance. Les États-Unis, eux, sont 46e sur 180. Car en luttant contre le terrorisme, ils ont fait reculer la liberté de la presse et la liberté d'expression. On a découvert que l'Agence nationale de sécurité espionnait le monde entier sur Internet. Les gens qui osent protester contre ces pratiques sont même parfois emprisonnés. Madame Dedman, la presse est-elle libre dans votre pays ? Normalement oui, mais je sais qu'on n'est pas en tête de classement non plus. Les journaux donnent tous les mêmes informations ou existe-t-il plusieurs points de vue ? Effectivement, il y a des journaux nationaux qui sont plutôt de gauche et celles qui sont plutôt de droite qui permettent de donner des différentes opinions sur certains sujets et puis qui permettent de varier les informations qui sont données, de les présenter de différentes façons. Pouvez-vous nous donner plusieurs exemples ? Par exemple, il y a le The Guardian, qui est plutôt un journal de gauche. Et il y a aussi les journaux qui sont connotés plutôt de droite, comme le Daily Mail. Et il y a aussi The Times, qui est, on va dire, centre-droite. Merci. Merci à vous.